En scolarisant le plus tôt possible les enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont issus de familles où les parents ne parlent pas, n'écrivent pas le français, s'ils ne le parlent pas par définition, ne le lisent pas, et où il faut faire en sorte que ces enfants, dont les difficultés seront plus grandes, puissent le plus tôt possible être en situation de pouvoir maîtriser le langage. Et maîtriser le langage, c'est ensuite pouvoir formuler une pensée, donc être capable de communiquer, de comprendre l'autre. Et tout cela, ça passe par une scolarisation plus précoce des enfants issus de milieux populaires, issus de familles étrangères, par la scolarisation avant 3 ans, ce que nous faisons aujourd'hui à l'école maternelle, qui est renforcée par le fait d'ouvrir des classes supplémentaires, même si c'est encore très en deçà de ce qui serait nécessaire. Mais la clé, c'est l'école maternelle et l'école primaire. C'est là où vous allez apprendre et maîtriser ces langages, et je dis bien le langage au sens large, d'ailleurs, qui sont nécessaires à votre trajectoire scolaire et à votre vie tout entière. On a l'école la plus inégalitaire d'Europe, alors elle promet le contraire. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne promet pas l'égalité, mais pourtant on est moins inégalitaire. Donc il faut regarder cela en face et s'attacher à voir de quelle manière aujourd'hui notre système de formation et d'évaluation des élèves trie moins par l'échec. Chaque année est l'occasion d'un tri par l'échec. Et vous avez ainsi des élèves, vous en avez sans doute croisé dans votre enfance, qui très tôt vont passer le reste de leur temps, parce qu'ils auront été en échec très tôt, à attendre. Attendre la fin de l'heure de cours, attendre la fin de la journée de classe, attendre la fin de l'année scolaire et enfin attendre la fin de la scolarité pour pouvoir faire autre chose. Et c'est fou d'accepter aujourd'hui qu'il y ait tant d'élèves qui n'attendent plus rien de l'école et n'en attendent rien. Donc voilà, et moi je crois que ce que nous allons faire sur la réforme pédagogique primaire-collège, ce qui va être fait sur l'évaluation, va être déterminant parce qu'il donnera des instruments aux professeurs pour faire en sorte que demain, quand ils évaluent les élèves, ils les évaluent au service des progrès qu'ils ont à accomplir, ces élèves, que l'élève comprenne ce qu'il doit accomplir comme progrès, ce qu'il a accompli comme progrès. Là où aujourd'hui, en dictée, vous pouvez avoir un 0 parce que vous êtes nul en grammaire et en syntaxe. Vous améliorez votre grammaire sur la même dictée, mais vous avez toujours 0 parce que vous êtes toujours aussi mauvais en syntaxe. Donc votre 0, en quoi la note stimule-t-elle dans ce cas-là? Elle ne stimule absolument pas. Elle fait le diagnostic que le ministère de l'Éducation nationale fait, que beaucoup d'observateurs du système éducatif français font, c'est qu'on a un enseignement secondaire qui est plutôt bien doté, mieux doté que la moyenne des pays en Europe, mais primaire, qui l'est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup moins sur la période où les enfants, les élèves, doivent acquérir les savoirs fondamentaux. Or, sans ce socle, cette base-là, il est impossible de se projeter plus tard. Or, qui peut maîtriser plus facilement le socle dès lors qu'on n'investit pas suffisamment? Ceux qui, dans leur famille, peuvent avoir des cours particuliers, ont une activité culturelle, iront en séjour linguistique, dont les parents connaissent les codes de la réussite, les bonnes options dans les bons établissements, ont les réseaux pour y arriver. Voilà. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, notre système est inégalitaire parce qu'il a sous-investi dans le primaire. Parfois, pas tout le temps, le numérique ne résout pas tout, mais le numérique déverrouille complètement le fonctionnement d'une classe et stimule des élèves qui, jusqu'ici, étaient inhibés par la classe traditionnelle. On vous demande de participer, d'aller au tableau pour faire un exercice, c'est pas du tout pareil que de le faire sur une tablette, de corriger son erreur quand il y a erreur, d'effacer, donc de recommencer, là où au tableau ou sur une feuille, votre erreur, elle est marquée d'un trait, d'une rature, d'une marque rouge dans la marge, etc. Et ce qui est indiscutable, c'est que là où les enseignants ont expérimenté des tableaux interactifs qui sont connectés avec des tablettes, les progrès des élèves en difficulté et le rattrapage qui est le leur sont parfois stupéfiants et montrent que des élèves qui ne participaient pas avant dans la classe traditionnelle participent avec l'outil numérique et parce qu'ils participent avec l'outil numérique finissent par participer aussi
parce que ça déverrouille un certain nombre de blocages qu'ils avaient, finissent par participer dans une classe beaucoup plus classique ensuite. Donc l'outil numérique, dès lors que l'on pense les pédagogies numériques, il peut être tout à fait essentiel pour nous aider à lutter contre les inégalités. Et que ce soit clair, pour moi, ce n'est pas équipé en tablette et en tableau interactif pour qu'on mette un PDF ou une vidéo. C'est bien de penser les programmes, la ressource numérique, de façon à ce qu'elle soit au service des apprentissages, et pas simplement de rendre plus glamour technologiquement la classe, quoi. C'est le continuum entre les 3 années que vous allez passer en lycée et les 3 années que vous allez passer en théorie, si vous ne décrochez pas, à l'université. D'abord, on a fait 3 filières dans l'enseignement secondaire, technologique, professionnel et général. Forme-t-elle des élèves à aller là où ils devraient aller? La filière technologique, elle devrait naturellement alimenter en élèves les écoles d'ingénieurs, les IUT, les DUT. Le fait-elle? Non, très faiblement. C'est frappant de voir que 60% des jeunes qui sont dans filière technologique disent qu'ils veulent être ingénieurs. Ils sont 2-3% de bac technologique à intégrer les écoles d'ingénieurs. Il y a là un décalage qui montre bien qu'il y a une force de tromperie dans la perspective qui est celle de ces formations-là. Et on a donc à travailler sur l'orientation. Les bacs pro, ils doivent aller vers les BTS, les bacs technologiques vers les DUT, vers les écoles d'ingénieurs, les bacs généraux vers des formations qui sont destinées à l'université pour cela ou dans les grandes écoles. Mais ça, c'est important de le dire, et je crois aujourd'hui qu'on a trop d'élèves mal orientés, comme on a aussi beaucoup trop d'élèves mal orientés dès la 3e. Et c'est un des maux de l'éducation nationale, que de constater qu'on oriente si mal, et avec une orientation par défaut, là encore, où, comme par hasard, ce sont dans les territoires les plus en difficulté que l'on trouve le plus de jeunes orientés vers des bacs pro ou des formations dans l'enseignement professionnel qui ne correspondent ni à leurs vœux, ni en plus à des filières très épanouissantes pour eux. Donc ce travail-là est un travail extrêmement important à faire.